c'est en 1936 que Pierre Cotte, s'apercevant que la France était considérablement en retard par rapport à l'Allemagne dans la formation de pilotes de guerre, a créé l'aviation populaire. L'aviation populaire, c'est pas compliqué. On vous disait, nous vous permettrons de passer votre brevet de pilote civil, mais vous devrez 3 ans à l'armée ensuite, quand vous serez appelé pour le service militaire. Chez moi, un peu compliqué les choses, parce que il s'est passé d'abord, ça y est, je commence à bafouiller. C'est pas grave, c'est pas grave. Au départ, nous étions 100, à peu près, entre les élèves du lycée Fromentin, comment dirais-je, c'était Fénelon, et puis il y avait encore un autre établissement. Et beaucoup d'entre nous, et dont je faisais partie, ils pensaient qu'on allait aller sur le terrain d'aviation et qu'on allait s'asseoir dans un avion. Eh bien, contrairement à ce que nous pensions, on nous a demandé d'aller 2 fois par semaine à l'école professionnelle qui est rue Chaudrier, et les moniteurs de Rochefort venaient nous faire des cours sur la cellule, sur les appareillages, le moteur et tout, enfin pour connaître un petit peu comment et pourquoi fonctionnait un avion. Mais vous aviez envie de devenir aviateur ? Eh bien, moi, je me fixais une idée. Mon père avait fait une escapade en 1912 à Paris, et à vélo, où il était allé à vélo d'ailleurs. Et il avait travaillé chez Clément, qui fabriquait des vélos et des avions. À l'époque, mon père avait demandé à travailler dans le secteur avion. Il était mécanicien aviation en 1914 quand il a été appelé pour faire la guerre. Or, à la suite d'une faute administrative, il a été appelé dans le génie, et un cultivateur d'Arvers s'est retrouvé dans l'aviation. Et mon père a passé de 1914 à 1916 à essayer de venir dans l'aviation, où on était quand même plus confortable qu'à creuser des tranchées à Verdun, où il était en 1916. Anecdote, le capitaine lui avait dit, quand il a reçu sa mutation, tu ne te tromperas pas de côté. Et mon père lui a dit, vous pouvez être certain que je ne me tromperai pas. Oui, donc j'avais passé ce concours d'Istres et nous devions être appelés en octobre. Or, avec la pagaille de la mobilisation telle qu'elle s'est faite en France, on ne nous a pas appelés. Et j'ai dit à mon père, mais ils vont pas nous faire le coup qu'ils t'ont fait à toi. Et nous sommes allés avenue de Strasbourg à La Rochelle, où était le bureau de recrutement. Et le commandant Fayolle, qui était là, nous a dit, écoutez, vous êtes pilote d'aviation civile, j'ai pour mission de regrouper tous ces gens-là à la Milletterie à Châteauroux. Et le jour où j'étais chez Fayolle, il y avait un jeune garçon, Jacques, qui était avec sa mère, un orphelin d'ailleurs de père, et qui était de Tonnet-Charente. On a signé notre engagement, et Jacques et sa mère sont venus coucher à la maison, et le lendemain matin, nous prenions le train pour Châteauroux, où on nous a habillés, très mal d'ailleurs, et on nous a envoyés sur La Roche-sur-Yon. À La Roche-sur-Yon, on a fait un rapide passage pour tous ceux qui avaient le brevet bien en main, et qui surtout avaient les lucioles bien en main.
Et ensuite, on nous a envoyés à l'école Henriot, l'école auxiliaire de Henriot de La Rochelle, où on a commencé à faire d'abord des cours en salle et ensuite de la navigation, puis comment dirais-je, la mécanique un peu? Vous étiez déjà sur les... Oui, on nous demandait de voir, de faire le tour de notre appareil, et vérifier tout ce qui devait être vérifié, les tubes de pitot et tout cela. Et il fallait également préparer nos classes, autrement dit apprendre à faire un demi-tour à une section. Et ensuite, nous avons passé les épreuves du brevet de pilote militaire, dont passé 1 heure en altitude, et moi je me souviens que c'était le 12, je crois bien, février 1940, que j'ai navigué, j'avais comme secteur l'embouchure de la Sèvre niortaise et l'embouchure de la Gironde, à 3000 mètres. Il faisait un froid de canard, il y avait moins 13 ou 12 ou 13, un truc dans ce goût-là. On avait des grosses combinaisons parce que, comme en France on était quand même à la pointe du progrès, pour avoir son brevet militaire, il fallait le faire dans un avion découvert. Alors, l'Henriot 172 sur lequel j'étais avait été échancré au-dessus du poste de pilote, ce qui fait qu'à 3000 mètres, quand vous avez moins 12 ou 13, vous avez moins 25 ou moins 30 en altitude. Mais il y avait quand même une récompense parce qu'il y avait une visibilité absolument extraordinaire. Et quand j'étais sur la Gironde, je voyais les Pyrénées. Et lorsque j'étais sur la Sèvre niortaise, je voyais l'embouchure de la Sèvre, je voyais la Loire, l'embouchure de la Loire. Vous aviez quel âge à cette époque-là? Eh bien, à cette époque-là, j'avais moins de 19 ans, puisque j'ai eu mes 19 ans le 22 mars 40, et j'ai été breveté au mois de février. Et aussitôt cette épreuve-là terminée, il y a eu une sélection parmi ceux qui étaient là. Les uns partaient dans la chasse, ce qui a été mon cas. J'étais versé à la 3e école de chasse d'abord. Et les autres, dans la reconnaissance ou le bombardement. Seulement, il s'est passé une chose que on n'imaginait pas. C'est que j'ai jamais vu à bord, pour l'excellente raison que le terrain avait été bombardé par les Allemands, et l'école d'abord s'est repliée sur La Rochelle. D'ailleurs, en prévision de ces éventuels replis, eh bien, il y avait un terrain auxiliaire qui avait été installé à la Jarne, et il y avait un terrain auxiliaire au Haye-de-Hirson à Paquette. Et c'est comme ça que, lorsque j'ai eu terminé mes épreuves d'acrobatie sur la Jarne, très rapidement, je me suis retrouvé à Paquette sur avion moderne, et les Norse, c'était un avion assez délicat à piloter, parce qu'il avait une fâcheuse tendance à faire un cheval de bois, c'est-à-dire qu'à l'atterrissage, il s'embarquait soit à droite, soit à gauche, et à ce moment-là, l'aile penchait et risquait de toucher le sol. Et je sais que celui qui est passé avant moi a bousillé son avion et s'est fait engueuler d'une façon monumentale par le lieutenant. Moi, l'avion s'est embarqué. Et j'ai eu la chance de me souvenir de ce qui était dit, parce que contrairement à un réflexe possible, c'est-à-dire tirer sur le manche pour le freiner, il faut pousser pour lever la queue où il y avait une roue.